Hey, on se retrouve pour le Mid-Year Fake Out Book Tag, qui est un tag qui va retracer un petit peu, qui va faire le bilan de toutes ces lectures que j'ai faites courant de l'année 2026. J'ai pas lu énormément, je crois que j'ai lu une vingtaine, trentaine de bouquins, sachant que je compte les bouquins que j'ai abandonnés à plus de 40-50%. Parce que je considère que je les ai quand même assez lus pour avoir un avis et pour me dire que j'ai perdu assez mon temps pour pouvoir les comptabiliser. Voilà, c'est une manière de faire. Vous prenez pas, peu importe. Mais du coup, on va se retrouver pour le bilan de cette mi-année, dans la mesure où j'ai pas lu énormément. Il y a des livres. Alors, j'ai essayé de mettre des livres dans différentes catégories. Donc, il y a 12 ou 13 catégories. J'ai essayé de mettre des livres différents pour chaque catégorie pour éviter que ce soit trop redondant. Mais il y a un livre, par exemple, que j'aurais pu mettre dans beaucoup de catégories et je me suis dit, non, on va changer un petit peu, on va diversifier un petit peu ce que tu vas montrer, Lilou. Et donc, j'ai changé les choses. Et donc, on va tout de suite commencer par ma meilleure lecture. Et donc, pour ça, je vais attraper le livre qui est juste derrière moi. C'est ni plus ni moins que The Jasad Hair de Sarah Hashem, qui a été une surprise phénoménale, un coup de cœur intersidéral qui se place parmi mes meilleures fantasy avec un peu de romance, mais qui se place parmi mes meilleures fantasy avec romance. Voilà, je pense qu'il est dans mon top de tous les temps. Voilà, c'est ma duologie préférée, je pense, de tous les temps. C'était une révélation, ce livre-là. Ma mère et moi, on était sur les fesses, on est toujours sur les fesses. Je pense encore très souvent à Arin et à Essia. C'était un énorme coup de cœur. Voilà, le tome 1 était incroyable. Le tome 2, je me demande s'il était même pas encore mieux que le tome 1. Et les personnages secondaires étaient juste géniaux. Enfin, vraiment, j'ai tout aimé. Il n'y a pas un avis négatif, il n'y a pas un point négatif que j'ai à relever dans ce bouquin. Voilà, le seul truc où je pourrais tatillonner, mais ça ne m'a pas dérangé, et pour le coup, ça ne me dérange pas, parce que tous les livres que je suis en train de lire en ce moment s'avère être des longs bouquins, et pour le coup, voilà, le seul truc qui était tatillon pour moi, c'était les chapitres qui étaient très longs, mais au final, ça c'est du pipi de chat, contrairement à la Guilde des Ombres par exemple, où c'est vraiment des chapitres qui font 50-60 pages. Là non, les chapitres font 30 pages, donc ça va. Mais mine de rien, c'est quand même assez long quand on veut finir un chapitre et que on a quelque chose à faire après qui est assez urgent. Je réfléchis à 2 fois avant de terminer le chapitre. Et pour faire un petit résumé, j'ai l'édition Illimigrate, donc je ne possède pas le résumé au dos, et je n'ai pas envie de vous faire un résumé comme j'ai l'habitude de le faire. Donc je préfère vous lire clairement le résumé. Le résumé du bouquin, ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre mon iPad et je vais vous lire les résumés. Parce qu'au moins comme ça, vous saurez vraiment de quoi ça parle sans que j'oublie ou que je dise trop de choses. Alors, pour ce qui est du résumé, le royaume de Jasad est à genoux. 10 ans plus tôt, les armées de Nizal ont brûlé les terres, banni la magie et assassiné la famille royale jusqu'au dernier enfant. C'est du moins ce que Sylvia veut faire croire. L'héritière cachée du royaume de Jasad a échappé au massacre et vit recluse en dissimulant ses pouvoirs. Mais quand Arin, l'héritier de Nizal, traque un groupe de rebelles Jassadis dans son village, Sylvia révèle accidentellement sa magie interdite. Elle est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi, l'aider à chasser les rebelles. En échange de sa vie, prise dans un jeu de pouvoir et de complot, Sylvia ne peut pas laisser Arin découvrir son identité. D'autant que peu à peu, les 2 héritiers ennemis se rapprochent. Sylvia va devoir choisir son destin car le royaume en cendres se réveille et il a besoin d'une reine. Et donc, ça a été une lecture coup de cœur pour moi. Vraiment, ça a été un coup de cœur phénoménal. J'ai trouvé que la plume de Sarah Hashem était très poignante, très... pas forcément compliquée, mais en tout cas, toutes les joutes verbales, en tout cas, toutes les discussions entre Essia, Sylvia et Arin, c'était toutes des conversations très intéressantes, et en fait, ils réfléchissaient sur le monde, et ils s'apportaient mutuellement, en fait, des connaissances, et c'était très très intéressant, puisque même à nous, en fait, à travers ce royaume de fantaisie, à travers cet univers fantastique, j'ai vraiment pu remettre en question mes propres préjugés sur les identités, sur les cultures, les origines, et le fait qu'en fait on n'a pas une héroïne qui est forcément, alors elle est badass par beaucoup d'aspects, mais en tout cas elle réfléchit sur le fait que elle a pas passé toute sa vie dans le royaume de Jasad, donc pourquoi elle devrait se battre pour un peuple qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle a vécu plus longtemps de sa vie dans un autre royaume, et qu'elle se sent plus proche de de ce royaume-là que son peuple qui a fini en fait décimé, exilé pour la plupart. Et donc elle réfléchit à cette question-là et au fait que elle a envie de survivre. En fait, elle a pas envie de devenir l'héroïne d'un bouquin. Elle a envie juste de faire sa vie, de vivre sa vie comme elle l'entend et de pas faire d'histoire. Mais ça va évoluer au fil des chapitres et vous allez voir que c'est très intéressant. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment challengé, c'est remis en question, c'est ce côté identitaire et ce côté je suis certes l'héritière, mais est-ce que c'est mon devoir en tant que humain? Est-ce que je suis obligée d'aller en fait sauver mon peuple alors que je les connais très peu? Et j'ai trouvé ça très intéressant de mettre ça en perspective parce que j'ai très peu vu ça, ou en tout cas je n'ai pour le coup jamais vu ça. Peut-être dans certains livres, je pense notamment à une saga en particulier, mais en tout cas je trouve c'est rare de challenger ce côté-là et de se dire ok, certes tu les retires, mais est-ce que je suis obligée en fait de les aider, et est-ce que c'est mal, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne si je préfère favoriser ma vie et être égoïste à ce moment-là plutôt que d'aider en fait des milliers de personnes. Et c'est vraiment bien à questionner, je trouve, et c'est très intéressant. Et pour le coup, les héroïnes de fantasy qui vont directement au devant du danger pour sauver leur peuple, c'est bien. Mais le fait que ce soit pas questionné, je trouve que
ça rajoute en fait un côté un peu désillusion et c'est moins plausible. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on passe à une autre catégorie. Alors, le meilleur tome 2. Ça va pas être très compliqué puisque c'est le tome 2, donc The Jessad Crown de Sarah Jem, voilà, qui a été un coup de cœur. Je me demande si je l'ai pas préféré encore au tome 2, enfin au tome 1, parce que pour le coup on est sur beaucoup plus de complot politique, l'intrigue avance beaucoup plus rapidement. Alors même si on a une moitié du tome 1, je trouve, qui était plutôt lente, même si j'adore le bouquin et que j'adore cette duologie, on avait quand même une moitié du tome 1, enfin du tome, j'ai du mal, une moitié du tome 2 qui était plutôt, je vais dire passive, en tout cas, ouais, plutôt passive. On va dire qu'il y avait des éléments qui nous étaient donnés, mais les personnages étaient challengés entre les autres, etc. Ils étaient, enfin, je vais pas tout vous dire, mais c'était un peu compliqué ce début de tome 2. Mais au milieu du tome 2, chaque chapitre était d'une importance capitale. Je terminais un chapitre, je passais à un autre point de vue d'un autre personnage, et c'était tout aussi bien, tout aussi haletant, et vraiment j'ai dévoré cette deuxième partie du tome 2 parce que c'était haletant en fait, on pouvait plus s'arrêter du moment où en fait j'avais commencé le chapitre et que je le finissais, j'avais envie de lire l'autre chapitre. Et c'est pas comme si vous étiez bien dans l'univers et forcément vous avez envie de continuer l'autre chapitre, etc. Vous bingez la saga. Non, c'est vraiment juste, c'était d'une importance capitale puisque à chaque fois, la fin du chapitre avait mon cœur et mes larmes. Donc forcément, j'avais besoin de lire la suite. Bref, sur ce, je vais arrêter de parler de cette saga, cette duologie, lisez-la. Troisième catégorie, et je vais essayer d'aller plus vite en vous montrant qu'un seul livre, nouvelle sortie à lire. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, il s'agit de Fury Bound de Sable Sorensen, donc qui est le tome 2 de Diabound. Et je vais essayer quand même de vous faire un tout petit résumé pour Diabound de ce que je me souviens. On suit Mérine, qui est une jeune femme en fait qui vit pour sa famille. Tout simplement, elle trime comme une forcenée pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. Elle vit dans un monde où les siphons, dits les vampires, sont omniprésents et font la guerre à leur peuple. Et eux, ils ont les loups avec eux. Ils ont les loups, donc c'est vraiment une guerre entre loups et vampires. Et un jour, en fait, un vampire va capturer la sœur de Mérine. Et Mérine va alors se jurer d'aller au front pour battre les vampires et essayer d'infiltrer, en fait, le camp ennemi pour pouvoir retrouver sa sœur qui est, du coup, portée disparue. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'elle intègre une académie d'élite et se lie à un loup. Donc, au final, c'est pas pour tout de suite qu'elle va aller au front parce que elle a des mois et des mois d'apprentissage, mais elle va tout faire pour retrouver sa sœur et voilà, et découvrir certaines choses sur son passé, sur son identité à elle, et tout va pas se passer comme prévu. C'était trop bien, c'était trop bien. Ma première lecture de ce livre était un peu mitigée sur la fin, je l'avais pas terminée parce que je l'avais mis en pause à cause d'une certaine relation. Il y a un petit triangle amoureux, et j'avais un peu du mal avec ça, et j'étais vraiment à fond sur le prota de base, et je trouvais qu'il y avait une relation qui allait un peu trop vite. Je vous dis pas laquelle, et ça m'avait un peu sorti de la lecture, et ça m'avait un peu dégoûté, mais en fait je l'ai relu plus tard, pour la sortie du coup de Fury Bound, et j'ai compris, je pense que j'ai pas eu le même point de vue parce que, en fait, en remettant les choses dans leur contexte, je comprends pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, et je trouve pas que c'est dérangeant et que ça desservait à l'histoire. Au contraire, je trouve que ça rapportait quelque chose, et que vraiment je comprends tout. C'est très nébuleux ce que je raconte, et du coup je vais pas trop vous en dire, mais du coup ça a été un coup de cœur Diabound. Donc j'attends avec impatience le fait de lire Fury Bound, donc je vais le lire en lecture commune avec Margot et sa meilleure amie Clélia. J'ai trop hâte qu'on le lise ensemble. J'ai l'édition spéciale Amazon US, je crois, UK, US, je sais plus exactement, mais j'ai en tout cas une édition trop jolie et je suis ravie de cet achat. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est les futures sorties que tu attends le plus. Et donc là, j'ai décidé de vous mettre un seul livre et Accomplice to the Villain. Donc j'ai pas mis Accomplice to the Villain pour parler de Accomplice to the Villain, mais plus pour le tome 4, qui va sortir courant du mois de juillet. Et après ma lecture de la Guilde des Ombres, je vais clairement m'atteler à cette lecture-ci. J'ai trop hâte de retourner dans cet univers et retrouver tous les personnages. Ma mère l'a fini hier ou avant-hier et elle l'a adoré hier. Elle m'a fait une propagande pour que je le lise, m'a dit que c'était incroyable, qu'il y avait plein de révélations, que tout était remélangé, les cartes redistribuées, etc. Donc c'était super intéressant. Donc j'ai hâte de m'y mettre et j'ai hâte de lire le tome 4. Donc voilà, je parle de Accomplice to the Villain, mais en réalité je parle du tome 4. Ensuite, va falloir que je me lève parce que je ne l'ai pas avec moi, mais c'est ma plus grosse déception. Youpi! Donc ne me détestez pas, mais j'ai décidé de mettre Le Monde est plus encore de Zilla Rosa. J'avais prévu de faire un vlog sur cette lecture, un vlog très construit, je trouve, sauf que je l'ai pas aimé et j'avais peur un petit peu des retours très péjoratifs et du lynchage que je pourrais avoir, en fait, recevoir, parce que c'est quand même, mine de rien, une lecture qui a été vraiment très appréciée, et j'avais pas spécialement envie de me faire cracher dessus parce que j'ai pas aimé Le Monde est plus encore, mais je le mets quand même dans cette catégorie puisque ça a été vraiment ma plus grosse déception et je suis la première déçue. Dans le sens où les romans d'essai pirates, les fantaisies maritimes, c'est vraiment ce que je préfère lire. Et je m'attendais à vraiment un énorme coup de cœur. Pour vous dire, il était au-dessus pour moi que Metal Singer, que je pensais apprécier. D'ailleurs, Metal Singer n'a pas fait mouche. Voilà, je suis dégoûtée, mais je n'ai pas aimé. Voilà, je l'ai abandonné. Et donc j'avais encore plus d'attentes que pour Metal Singer. Et donc c'est pour ça que Metal Singer n'est pas dans cette catégorie, c'est parce que du coup, Le Monde est plus encore était une plus grosse déception. Je suis dégoûtée puisque ce livre avait tout pour me plaire et sur le papier, c'était parfait. Vraiment, lui et moi, au tout début, c'était incroyable. Zilla Rosa utilisait des termes maritimes propres à la flotte marine de, je sais plus, anglaise ou française, et elle utilisait des termes comme ça. C'est très intéressant. On a un glossaire dans le bouquin. Tout d'un truc. Attendez, je vous montre.
On a un glossaire dans le bouquin, comme vous pouvez voir, où en fait il y a des numéros et chaque numéro correspond à un endroit du bateau pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la barre, les outils de chargement, etc. Et c'est super intéressant puisque elle utilise vraiment tout ce vocabulaire-là dans son livre et on pourrait être un peu perdu si on connaît pas vraiment les termes. Donc je trouve que c'est très très intelligent d'avoir mis une carte. Voilà, c'est vraiment très très intelligent. Et on a aussi l'équipage de notre héroïne. Je vais vous faire le résumé après parce que je pense que vous êtes un petit peu perdus. On a aussi l'équipage avec leur rôle et je trouve ça aussi pareil très intéressant puisqu'on a leur rôle et je pense l'emplacement hiérarchique par lequel elles sont mises. Donc on a la maîtresse d'équipage, la contremaître, le quartier-maître, maîtresse d'armes, etc. Et pour vous faire un petit résumé, et je pense que ce livre pourrait clairement vous plaire. C'est un livre qui a été une déception pour moi, vous allez savoir pourquoi, mais je pense sincèrement que il peut plaire à beaucoup de monde. Donc, chasseuse de pirates et capitaine du Red Shell, Gallia Draken s'est jurée d'être la première femme à régner sur les océans. Pour y parvenir, elle doit trouver le trésor de la toute-puissante Aeloria, dont les légendes hantent les mers depuis des millénaires. La clé pour l'atteindre n'est autre que la mystérieuse carte des 1001 contrées qui se trouve entre les mains de Knox Whiteley, le sanglant roi des pirates, capitaine de l'Equinox. Entre eux, la haine est immédiate et la rancœur tenace. Mais pour obtenir ce qu'ils désirent, ils devront apprendre à collaborer. Sortiront-ils indemnes de cette chasse effrénée où chaque vague pourrait bien être la dernière? Et il va y avoir bien évidemment une attirance entre ces deux personnages et c'est ça qui pour moi a desservi totalement à l'histoire. Voilà, j'ai été dégoûtée par la romance. J'ai été saoulée par la romance, j'ai été saoulée par Gallia Draken. Knox Whiteley mérite mieux selon moi que Gallia. Vraiment, il mérite largement mieux que cette femme qui est juste insupportable du début à la fin, qui se prend pour la 8e merveille du monde et qui est juste une meuf insupportable, bécasse comme pas possible, jalouse, impulsive, insupportable, vraiment insupportable, colérique, qui ne se remet pas en question, égocentré sur sa personne, qui fait que les mauvais choix. La meuf est tellement insupportable que le gars lui dit quand même, ne regarde surtout pas dans cette direction, sinon il va nous arriver un truc vraiment pas ouf, ok? Donc vraiment, ça fait depuis 90% qu'ils se connaissent. Donc 90% du bouquin, je précise. 90% du bouquin qui se connaissent, qui se cherchent, qui se chamaillent, etc. Donc pour moi, tu fais un minimum confiance. Genre, ce mec, t'as prouvé que tu pouvais avoir confiance en lui. Bah non. Gallia, en fait, elle va regarder dans la direction. Et donc va se passer tout un truc avec bourré d'action. Mais certes, en fait, je comprends l'autrice. Parce que pour le coup, il se passe rien dans son bouquin. Zilla Rosa ne nous fait rien. En fait, Zilla Rosa, il y a très peu d'action dans son bouquin, je trouve. En plus, c'est des longueurs pour des longueurs qui ne servent à rien. Et donc, en fait, c'est juste pour challenger la romance et challenger encore un peu plus l'univers, l'histoire, etc. Du coup, on se retrouve avec Gallia qui prend la mauvaise décision et qui tue certains personnages de l'équipage de Knox et de pas son équipage, heureusement, mais qui vraiment... Voilà, ne se remet pas en question. Le gars lui dit après, mais t'as tué quand même 2 de mes hommes ou je sais plus quoi. Ah non, mais faut que t'arrêtes de me parler comme ça parce que je suis pas ton laquais. Hein. Moi, je suis capitaine du Red Shell, donc vraiment, tu vas me parler autrement. Tu vas redescendre de ton petit piédestal de roi là, et on va se parler droit dans les yeux. Mais ma belle, tu as tué 2 personnes de son équipage. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il agisse comme si t'avais rien fait. Genre, même toi, t'as mis en danger ta vie, la vie de ces marins, la vie du mec qui t'intéresse. T'aurais pu mettre la vie de tes matelotes en jeu. Et toi, tout ce qui t'intéresse, là, c'est juste ta fierté mal placée où tu te remets pas en question. Putain, mais meuf, et genre, en fait, ça, c'est tout le bouquin. Et puis, la relation entre, en fait, Knox et Gallia, c'est vraiment une relation de chat et de souris, mais qui n'apporte rien à l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, notre héroïne, elle fait un pas en avant dans la relation, elle en fait 2 après, en arrière. Knox, il va vers elle, elle fait 2 pas en arrière. Nanani, nanana, nanani, nanana. Et en fait, c'est drôle, les 40 premiers pourcents du bouquin. Mais quand c'est 100% du livre, ça devient plus très drôle. Ça devient plus très très drôle. Quand vraiment, on est sur les mêmes passages. Donc, pour vous dire, sur différents chapitres, etc., on a les mêmes joutes verbales, on a les mêmes choses qui s'y passent, etc. Sauf que c'est dans des décors différents. Mais sinon, c'est exactement ce qui se passe. Enfin, c'est la même chose. La même chose. On a des conversations qui ont déjà été dites. On a des passages qui ont déjà été faits. Pourquoi faire? J'aurais vraiment kiffé. Plutôt que de nous rajouter, encore une fois, des passages de tension, puisqu'à chaque chapitre de ce bouquin, et je ne sais pas combien il y en a, il y a des jeux verbales entre notre héroïne et Knox. Plutôt que faire ça, pourquoi pas faire des chapitres secondaires où en fait on a des persos secondaires justement qu'on suit. Parce que je trouve que l'équipage de Knox, mine de rien, qui est très misogyne à la base, au final devient très intéressant grâce au contact des femmes. Certains commencent à s'ouvrir en fait, à se rendre compte que les femmes sont pas des sorcières, etc. et méritent totalement leur place sur mer. Et pareil, l'équipage de Gallia, je trouve qu'elles sont incroyables, elles sont géniales. Il y a une petite romance en plus secondaire qui est incroyable. Pourquoi pas se concentrer aussi là-dessus? Comme ça évite en fait, ça nous rajoute des pages. Ça évite que moi je m'arrache les cheveux par rapport à Gallia et à Knox. Et comme ça, on rajoute ce côté de tension entre les personnages. Parce que là, pourquoi nous faire de la tension alors qu'il y a même pas de tension? En fait, on sait très bien, moi je savais à la fin en fait que de toute façon, ça allait être encore un pas en avant, 2 pas en arrière. Pourquoi nous faire tout un bouquin où c'est juste du jeu de chat et de la souris et où on nous appelle ça un slow burn alors que pour moi, il y a rien de slow. Vraiment, il y a rien de slow. Il mériterait sincèrement de se prendre une chambre rapidement, de faire des trucs et après, franchement, tout le monde serait plus détendu. Parce que même l'équipage de Knox et Gallia,
ils en ont marre de ces deux protas. Genre, ils en ont vraiment marre. À un moment donné, ils sont sur une île. Genre, ils commencent à se faire la guéguerre entre Nox et Gallia. Et du coup, t'as tout l'équipage de Gallia et l'équipage de Nox qui s'assoit. C'est quand même censé être les deux persos les plus réfléchis puisque c'est deux capitaines. Donc c'est forcément, vu qu'ils sont capitaines, que ils en ont dans le ventre et qu'ils sont pas débiles. Bah si. Alors là, vraiment, ils sont totalement crétins. Vraiment. Sur l'île, t'es pas censé rester statique puisqu'ils ne connaissent pas l'île, donc forcément, il faut bouger. Non, bah non. En fait, eux, ils en entendent pas de cette oreille. Et c'était vraiment ça tout du long. Et c'est rageant de voir un livre qui est très très bien écrit. Vraiment, la plume de Zila Rosa est vraiment juste dingue. Mais on a une héroïne qui est juste insupportable, qui se remet pas en question, qui va être jalouse, qui va faire la guéguerre à tout le monde. Et vraiment, Nox, qui est juste un bébou d'amour. Vraiment, Nox, c'est mon bébou d'amour. Vraiment, tu peux trouver mieux, largement mieux que Gallia. Sincèrement, je te conseille de te retourner. Je suis sûre que sur ta droite, tu trouveras déjà mieux. Même si c'est un mec, peu importe. Moi, je veux vraiment n'importe quoi. Même une chef, je pense qu'il se comporterait mieux que Gallia avec toi. Sincèrement, je pense que tu mérites largement mieux. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ça, mais ça m'a saoulée, ça m'a déçue. Et j'ai lu en lecture commune avec ma maman, et ma mère et moi, on a eu le même avis. Ma mère l'a pas fini parce que je lui ai dit que ça continue jusque même bien après les 40%. Et ma mère s'est arrêtée à 25-30%. Et elle en pouvait plus. Moi, je me suis tapé le bouquin parce que je me suis dit, mais c'est quand même très bien écrit. Et j'ai envie de savoir la suite puisque c'est quand même très intéressant ce côté quête, en fait. Et ce côté marin aussi. Enfin, on est tout le temps sur un bateau. Il y a beaucoup de description de termes en fait propres à la marine et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais à côté de ça, on a tout le temps des chapitres où on est avec Nox et Gallia qui se prennent le bec et qui c'est pas intéressant en fait. Au bout d'un moment, c'est plus intéressant, c'est plus c'est plus romantique, c'est plus avec de la tension. Genre moi, c'est juste pour m'arracher les cheveux, élever les yeux au ciel d'ailleurs. C'est donc voilà ma plus grosse déception de 2026 et je pense qu'elle restera. Et je pense que c'est l'une de mes plus grosses déceptions de tous les temps. Parce que c'est vraiment un univers moi que j'affectionne particulièrement, les romantasy et les fantasy maritimes. Donc là, pour moi, c'est vraiment une purée de pommes de terre de déception. J'irai pas jusqu'à pleurer, mais vraiment, c'était horrible. Donc, ma meilleure surprise de l'année. Il s'agit de Culti. Et pour faire les choses assez rapidement, parce que j'ai essayé de vous résumer à un moment donné ce bouquin, mais j'arrive pas à vous résumer vraiment ce livre. On suit Sal Casillas, qui est une footballeuse professionnelle, et qui va en fait voir sa vie totalement chamboulée lorsque Rainer Culti, qui n'est autre que son crush ultime depuis qu'elle a 11 ans, et depuis qu'elle s'est mise au foot, en fait c'était pour lui ressembler, et elle regarde tous ses matchs, elle sait toute sa vie. Elle s'était jurée un jour qu'il se marierait, et elle a été très déçue quand Rainer Culti s'est marié à une mannequin. Vraiment, elle lui a fait la gueule pendant je sais pas combien de temps. Elle avait des posters de lui dans sa chambre où elle leur faisait des bisous le soir avant d'aller se coucher. Donc voilà, c'est une fan qu'on ne présente plus. Voilà, Sal Casillas, elle pèse dans le game des fans. Et donc un jour, Rainer Culti va arriver dans son gymnase et va devenir le coach secondaire de l'équipe de Sal Casillas. Et alors entre eux va se passer des étincelles puisqu'ils ne peuvent pas se piffrer. Rainer Culti est froid. Ouais, il est juste froid, bourru, pas très gentil, grognon, etc. Enfin vraiment, c'est le grumpy par excellence. Il est insupportable, il est bourré de défauts. Et notre héroïne, elle veut juste en fait réussir ses compètes. Et certes, elle apprécie Rainer Culti, etc. Bon, il y a eu des désillusions par le passé, mais je vous laisserai le découvrir. Mais voilà, elle veut quand même réussir son année et elle ne supporte pas que Rainer Culti, en fait, justement, détruise un petit peu leur chance à cette équipe de réussir des matchs, puisqu'il est juste insupportable, il ne parle pas, il ne dit rien. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il donne des indications, il faut qu'il puisse montrer que c'est un coach, quoi, sinon elles peuvent pas apprendre de lui. Et donc elle va lui rentrer dedans à plusieurs reprises et ils vont devenir ennemis, puis amis, et après vous verrez ce qui va se passer. C'était trop bien, j'ai vraiment adoré, ça a été une énorme surprise. J'adore le slow burn et Marina Zapata est la reine du slow burn. Voilà, c'est pour moi la reine du slow burn. Je n'ai lu qu'un livre d'elle, j'ai Falling With Love qui m'attend sagement et que je ne vais pas lire tout de suite parce qu'après je n'aurai plus de Marina Zapata, en tout cas dans ma bibliothèque. Et vraiment c'était une dinguerie. J'ai adoré le personnage de Rainer pour le coup, moins le personnage de Sal Casillas parce que je me suis moins représentée en fait dans sa personnalité. J'ai pas réussi en fait à me mettre à la place des personnages pour le coup, et je pense que c'est pour ça que Rainer n'est pas un love interest mais un personnage que j'ai aimé suivre. En fait j'ai adoré suivre ces personnages là, mais je me suis pas dit à aucun moment en fait j'ai envie d'être avec Rainer Culti ou j'ai envie d'être Sal Casillas ou je me reconnais en elle. Vraiment ça n'a pas été le cas puisque ils ont quand même des personnalités qui sont assez qui sont très différentes des miennes. Sal Casillas est pas du tout comme moi. Et en fait, du coup, j'ai juste aimé la suivre et je me suis pas reconnue en elle, mais ça n'a pas desservi à l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et Rainer Culti est tellement insupportable que vraiment, lui et moi, notre caractère n'aurait pas du tout pu marcher. Puisque de toute façon, il ne recherche pas du tout ce que je suis. Et c'est ok. C'est ok. De toute façon, c'est des personnages fictifs, donc je sais pas pourquoi je me prends le chou, mais Rainer Culti est très intéressant et c'est le genre de prota masculin que j'aimerais en tout cas plus retrouver dans les romans fantasy, romance, etc. C'est un personnage qui est bourré de défauts, qui limite a plus de défauts que de qualités.
Vraiment, c'est un personnage qui est antipathique, qu'on apprend à apprécier au contact de Cassias puisqu'il commence à souffrir, etc. Et on comprend un peu plus sa personnalité. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un personnage que je trouvais détestable, exécrable. Je le détestais. Vraiment, il m'insupportait. Je ne comprenais pas comment Mariana Zapata allait nous le rendre sympathique. Et au final, pourquoi j'ai douté de Mariana Zapata? Dites-le moi, vraiment, je ne sais pas. Parce que c'était juste une dinguerie. J'ai attendu la scène de Smut de Rainer Kuti et Cassias comme vraiment le messie. Je ne rigole pas comment j'attendais cette scène comme le messie. Vraiment, j'étais là et j'arrêtais pas de dire à ma copine, purée, mais j'ai trop hâte que ça arrive, que ça arrive, que ça arrive. Et je lui parlais en fait de cette lecture parce qu'elle adore Mariana Zapata, tout simplement. Et j'avais qu'une hâte en fait, c'était de lire cette scène parce que je lis pas de scène de Smut en général. Je n'aime pas ça. Je trouve que j'ai pas besoin de rentrer dans cette intimité pour des personnages. Je pense que voilà, c'est leur intimité. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la chambre avec eux et de lire ce genre de scène. Voilà, c'est quelque chose qui est propre à moi. Je sais que beaucoup de personnes ne ressentent pas ce besoin, mais moi j'ai vraiment ce côté, c'est leur intimité. Voilà. Mais là, je m'en fous, je faisais du voyeurisme. Je voulais vraiment voir cette scène. C'était tellement bien. J'attendais tellement ça. Et vous voyez, ceci. Vraiment, si ça avait été un culty dans la manière dont ça a été fait, dans la manière où ils étaient d'abord ennemis, après amis et après romance, amoureux, ben là, si ça avait été fait de la même manière, franchement, j'aurais kiffé. Parce qu'en plus de ça, ça aurait été ma meilleure lecture de tous les temps, puisque ça se passait sur un bateau. Et vraiment, les bateaux, je ne leur dis pas, mais vous captez. Et non. Et Culty pour moi ça a été mais un condensé de tout ce que j'ai apprécié, de tout ce que j'aimais et du fait que je voulais lire un slow burn et ça ne m'a pas déçu parce que c'est le plus slow des slows et c'était génial. Ensuite, une nouvelle auteure chouchou, une nouvelle autrice chouchou. Bon, vous et moi, on sait que c'est Mariana Zapata, ma nouvelle autrice chouchou. Voilà, on va partir sur autre chose. Ça ne sert à rien de s'épancher davantage sur la situation. Ensuite, ton nouveau crush. Alors, je vais aller chercher le bouquin. Je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi à cette catégorie puisque j'ai pas vraiment eu de crush. Alors, j'ai eu un crush. Sincèrement, j'ai eu un crush pour Arin. Voilà, Arin, ça a été mon doudou d'amour, mon bébou d'amour, qui a une personnalité qui ressemble très portrait à celle de mon copain. Et je pense, voilà, je sais pas exactement quand je l'ai dit, si je l'ai dit, etc. Je le dis en tout cas en vlog, et j'espère que ce vlog sortira un jour. Mais en tout cas, voilà, mon chéri, par beaucoup d'aspects, il a le même caractère, enfin, ils ont des caractéristiques mentales similaires. Je sais pas si c'est très français, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc forcément, Arin, je l'ai retrouvé de mon copain dedans, donc ça a été mon crush ultime. Mais j'aimerais vous parler d'un autre personnage dont j'ai parlé, j'ai fait un vlog sur ce livre, et il s'agit de Nightshade et de Alex Corbo-Green dans ce bouquin, qui n'est autre que le green flag par excellence. Vraiment, je l'ai surkiffé, il était incroyable, je vous en ai parlé dans mon vlog, mais c'est pour moi le gars qui par excellence montre que les dark romances ne servent à rien. Les dark romances n'ont qu'à bien se tenir et n'ont qu'à repartir là où elles étaient venues, puisque Alex Corbo-Green est la personnification du green flag et du mec sexy par excellence. Vraiment, j'ai dit dans mon vlog, mais pour moi, Corbo-Green est un gars qui n'a rien à envier à tous nos mecs bressons de nos fantaisies romantiques, des dark romances, parce qu'en fait, Autumn Woods a montré, et je trouve qu'elle l'a très bien fait, qu'un green flag pouvait être sexy. Et ça, j'en ai parlé dans mon vlog, de dire que vraiment, Corbo-Green, c'est un personnage qui, alors, a des défauts dans le sens où tout le monde n'est pas parfait, mais qu'il prend en fait sur lui et qui se remet en question, qui va voir quelqu'un pour l'aider, pour le soigner, etc. Et je trouve ça très intéressant. Et en fait, on est sur un personnage qui a tout compris à la vie, qui a une charge mentale de dingue, qui est riche, qui doit s'occuper de ses sœurs, de sa maman, puisque son père n'est pas là, qui est pas pédant, qui n'est pas un but de sa personne, qui va voir une psychologue, qui a des pensées très sombres, mais qui pour autant réussit à voir le verre à moitié plein, à moitié vide de temps en temps, mais qui se fait aider, en fait, et qui est bourré de résilience, bourré de qualité, en fait, sur ce personnage-là. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et il est très sexy. Vraiment très sexy. Et pour vous faire un petit résumé, donc isolé dans les Highlands écossais, l'université Sorosong n'accueille que les étudiants de familles les plus puissantes. Ophelia Winters n'y a pas sa place, mais elle a l'opportunité d'y être admise. L'occasion parfaite d'enquêter sur la mort accidentelle de ses parents. Les choses commencent mal quand elle se heurte au mystérieux Alex Corbo-Green, fils de son principal suspect. Aïe aïe aïe. Pour elle, il n'est qu'un monstre dissimulé sous une belle façade. Et je n'en dirai pas plus. Parce que il y a un autre paragraphe et en gros ça parle juste du harcèlement puisqu'elle a un stalker qui la stalk et qui essaie voilà de lui faire du mal, on ne sait pas exactement pourquoi et en fait ils vont devoir s'allier Alex et elle pour découvrir qui est le maître chanteur et il y a un côté un peu enemies to lovers, en tout cas il est un peu vendu comme un enemies to lovers mais je le vendrais pas comme un enemies to lovers, en tout cas un enemies to lovers mais plus à sens unique parce que Alex lui il le ressent pas de cette manière, lui il est juste en mode pourquoi elle a fait une fixation sur moi, pourquoi elle me supporte pas alors que je n'ai rien fait contre elle, je ne le capte pas bien. Et donc c'est juste ça, vraiment il y a juste ça, mais c'était vraiment trop bien, c'est un coup de cœur, c'était trop cool et j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 en édition Fairy Loot et je vais me lire le tome 2 dans cette merveilleuse édition. Voilà, c'est trop bien. Et l'édition française est juste incroyable aussi. Je l'ai pas précisé mais elle est très très jolie.
Ensuite, ton nouveau perso préféré. Et alors là, vraiment, je n'ai pas réfléchi plus que ça à cette question. Voilà, je n'ai pas vraiment de perso préféré. Voilà, j'ai pas vraiment d'idée de perso préféré pour le coup. Je suis un peu mitigée quant à cette question. Le personnage de Rin est très intéressant, mais est-ce que vraiment j'ai envie de me mettre comme personnage préféré? Dans Diabound, c'était très intéressant. Enfin, il y a d'autres livres aussi dont j'ai pu très souvenir et qui n'ont pas été vraiment des coups de cœur. Et là, je prends vraiment en compte les livres qui ont été des coups de cœur pour moi. Mais c'est vrai que pour le coup, ouais, c'est un peu mitigé. Pour l'instant, pas sûr. Peut-être plus pour fin d'année 2026, je pourrais répondre à cette question. Ensuite, un livre qui t'a fait pleurer. Alors là, c'est sans grande surprise. La guerre du pavot de R.F. Wang, qui a été un livre qui m'a bouleversée. Alors, c'est un livre qui est écrit assez étrangemment. En fait, c'est un livre qui est écrit comme un manuel d'histoire. J'ai l'impression que c'est un livre qui a été écrit, on est plongé dans la tête de notre personnage qui est Rin, mais pour le coup, il y a cette dissociation, il y a cette distance qu'on a en fait entre Rin, ses sentiments, ses émotions et ce qui se passe. Et du coup, j'avais plus l'impression de lire un récit d'une héroïne en fait et d'un auteur omniscient qui sait tout, etc. avant tout le monde et qui écrit son histoire. Et j'avais plus envie de lire, enfin, j'avais plus l'impression de lire ça plutôt que d'être plongé dans sa tête et de suivre son histoire. Je sais pas si c'est très clair, mais de me happer en fait dans son histoire. J'étais plus là en mode, je sais que je suis dans mon lit, dans ma chambre, en train de lire. Je suis moi, elle et elle, et je lis un fait historique. J'avais plus cette impression-là plutôt que la réalité entre moi qui suis dans mon lit se brouille avec la fiction de lire un livre. Je sais pas si c'est très clair, mais il y a plus ce côté-là. Pour vous faire un petit résumé, le livre est ultra lourd. Vraiment, il est lourd. Donc, je vais juste lire vers le bas parce que je vais le poser sur mes genoux. Donc, les relations entre l'Empire du Nikan et la Fédération du Mugen ont toujours été conflictuelles. Lorsque l'Empire se retrouve affaibli, la Fédération en profite pour l'envahir. 2 guerres du pavot sont nécessaires pour vaincre et repousser l'ennemi mugené vers le large. Des siècles plus tard, au sud du Nikan, la jeune orpheline Fang Runin, je ne sais pas, qui n'a connu que la misère, se retrouve fiancée contre son gré. Pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation du Keju, un exigeant concours qui lui ouvre les portes de l'élitiste académie de Singard. Bien que discriminée par tous, elle se révèle redoutable, mais surtout dotée d'impressionnantes prédispositions au chamanisme. Tandis qu'elle apprend à saisir la vérité du monde et à apprivoiser ses puissants pouvoirs, Mugen envahit subitement les terres du Nikan. Une nouvelle guerre du pavot éclate, Rin est prête à tout pour triompher, y compris faire appel aux plus imprévisibles des divinités. C'était incroyable, c'était trop bien. Alors, je sais pas si ça a été un coup de cœur, dans le sens où j'y pense pas tout le temps à cette lecture, même si, pour le coup, elle était vraiment très bien. Je dirais que c'est un petit coup de cœur, mais voilà, il y a eu pas mal d'aspects qui ont fait que c'était pas un coup de cœur, et je pense aussi la manière d'écrire de l'autrice, et du fait que j'avais la sensation de lire plus un manuel d'histoire, plutôt que réellement une lecture où la frontière entre la réalité et la fiction se brouillait pour vraiment me donner les clés d'un monde imaginaire et d'être vraiment plongée dans cette histoire. Là, j'ai été plongée, mais je savais que j'étais encore sur Terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était assez étrange, et j'ai jamais vraiment lu de livre qui était comme ça. Donc l'expérience était vraiment plutôt étrange, et je vais dire top. Moi, je vais dire top, même si ça a peut-être un peu desservi à mon avis sur cette histoire, enfin sur en tout cas les étoiles que je lui ai données, mais c'était vraiment trop bien, et j'ai pleuré parce que on parle de la guerre. Forcément, on parle de la guerre, et en plus dans cette actualité, c'est totalement d'actualité. Merci Lilou de répéter les mêmes mots. Mais voilà, on parle de guerre, on parle d'atrocité et de ce côté inhumain, mais qui est totalement humain, en fait, des hommes qui, parce qu'ils ne considèrent les autres que comme des animaux, comme du bétail, ou encore moins comme des animaux, mais plus de la vermine, ils peuvent se permettre des choses, mais juste monstrueuses. Monstrueuse, c'est vraiment le terme, j'ai encore envie de dire inhumain, mais vraiment, faut que j'arrête avec ce côté inhumain parce que c'est forcément humain. Genre, l'humain n'a de limite que c'est son imagination, en fait. Donc vraiment, là, R.F. Wang nous a retranscrit des passages horribles sur des cadavres et sur ce qu'on a fait aux enfants, aux bébés, aux femmes, aux hommes, aux hommes. Vraiment, c'était horrible. Vraiment, la manière dont ça a été retranscrit et la manière dont les jeunes femmes, et notamment un personnage qu'on apprend à connaître qui n'aime pas forcément Rin et que Rin n'aime pas spécialement, qui en fait est une survivante de guerre mais qui a été en fait dans les rangs ennemis et qui a subi des vices inimaginables et qui est sortie vivante et qui nous a raconté, enfin qui a raconté à Rin et intrinsèquement à nous ce qui s'est passé. Voilà, sincèrement, faites attention à vous. En lisant ce livre, faites attention à vous. Les trigger warnings, prenez-en vraiment conscience et ne faites pas sans, parce que ma mère, je voulais lui faire lire par rapport aux divinités et en fait aux dieux intérieurs et aux dieux extérieurs et à tout ce que ça découle, parce que ma mère, en fait, je trouve que R.F. Wang a mis des mots sur
la philosophie de vie de ma maman, et je trouve ça très intéressant de voir en fait une femme qui n'ont pas du tout les mêmes origines, qui ne parle pas la même langue, etc., avoir ces mêmes opinions. Et je trouve ça très intéressant, et j'avais trop envie de le faire lire à ma maman justement pour ça. Mais je sais que je pourrais pas lui faire lire. Par rapport au trigger warning, par rapport à ces passages-là, et même si je lui dis de passer en fait ces passages-là, je pense qu'elle le lira pas. De peur quand même de tomber dessus, et c'était mais d'une horreur absolue, et ça m'a fait pleurer, mais vraiment, waouh, j'étais mais ouvrez les écoutilles et laissez déverser un torrent de larmes, c'était horrible, vraiment c'était horrible, j'ai détesté ce truc-là, et j'ai dit à la fille avec qui je le faisais en lecture commune de surtout passer le passage-là. Je lui ai dit, je lui ai donné le chapitre et je lui ai dit vraiment ne lis pas, tu vas te faire du mal pour rien, ça ne sert à rien. Donc bref, un livre qui t'a fait du bien, à l'inverse d'un livre qui t'a fait pleurer, un livre qui t'a fait du bien. Donc là j'ai mis, bon j'ai le tome 4 sous la main, j'ai pas le tome 1, j'ai le tome 1. Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer, qui a été voilà une très très bonne lecture, qui a été un coup de cœur, je pense. Je pense que je peux dire que ça a été un coup de cœur. J'aime beaucoup l'histoire. C'est un peu conflictuel entre cette lecture et moi, enfin cette saga et moi, parce que j'ai envie de quelque chose de doux, mais en même temps j'ai envie de quelque chose de plutôt dark. Et c'est compliqué parce que ce livre est une cozy fantasy, et en fait je pense que c'est pas mon genre de prédilection les cozy fantasy, mais c'est un livre qui m'a fait vraiment du bien parce que je sortais de pas de lecture, je sortais d'une grosse lecture et j'avais besoin de quelque chose de plus léger qui sorte un peu de ce genre de fantasy romantique, etc. Et j'ai lu Assistant to the Villain et c'était totalement ce dont j'avais besoin. Ça m'a fait du bien. Je vous avoue qu'à partir de la moitié du bouquin, j'avais envie de dire quelque chose de plus sombre, de revenir un peu à la fantasy adulte, dark fantasy, romantique, etc. Mais j'ai continué et c'était vraiment trop bien. Et globalement, toute la saga est géniale. Vraiment, j'ai pas lu de cozy fantasy, donc je pourrais pas vous faire un lien entre certaines cozy fantasy et vous dire que peut-être que celle-ci est mieux, parce que c'est la seule que j'ai lue, mais je trouve ça très intéressant, et il y a vraiment ce côté enquête et ce côté, voilà, on va au-delà que juste ce petit côté monde de bisounours, etc. Il y a vraiment un fil narratif et vraiment il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment pas juste une fantaisie cocooning, etc. C'est vraiment quelque chose de plus. On va au-delà des apparences, on va au-delà de ça, et c'est plus sombre que ça n'en a l'air. C'était très très intéressant et c'était très bien, et ça m'a fait une petite bouffée d'air frais. C'est d'ailleurs pour ça que après La Guilde des Ombres, j'ai très envie de lire le tome 3 de Assistant to the Villain. Pour ce côté un petit peu bisounours, c'est reprendre un peu sa respiration. Ensuite, le plus beau livre. Alors, je vais vous en montrer qu'un, parce qu'on mine de rien, ça fait quand même 50 minutes que je tourne. Et mon iPad a décidé de bugger. Mon plus beau livre de ma bibliothèque. Je vais vous montrer parce que je vous l'ai pas vraiment encore montré. Mais je vais dire qu'il s'agit de Silver Elite. Il est en pot de pêche, c'est génial, j'adore ma vie. Comment je vais faire pour vous le montrer sans vraiment le toucher? Oh, je peux pas. Donc, il s'agit de Silver Elite de Demi Winters, et c'est de Dani Francis, pardon. Demi Winters, c'est pas la même autrice. C'est une fantasy, enfin une romantasy, dystopie, romance dystopie, que j'ai reçue de la part de Dreamer Whale, enfin de la part, je l'ai acheté, hein, mais c'est une édition de Dreamer Whale en VO, et j'ai trop hâte. Elle a l'air trop bien cette histoire. J'ai un peu peur parce que je pense que ce sera une romantasy, voilà, enfin une romance dystopie, et j'ai un peu peur que ce soit pas slow burn et que les personnages me saoulent, donc pour l'instant je ne le lis pas, mais en attendant c'est un livre que je trouve juste très très beau. J'ai hâte de vous le présenter dans mon haul et vous le montrer un peu plus en profondeur, mais vraiment il est juste trop beau, j'adore. Et on a eu des overlays à l'intérieur, 3 overlays que je vous montrerai en book haul, et j'ai trouvé ça juste splendide, et je pense que voilà, c'est l'une de mes plus belles éditions que je possède. C'est de plus en plus dur pour moi maintenant de vous présenter des livres en fait qui sont très beaux, et mes plus beaux livres de bibliothèque, enfin mon plus beau livre en particulier, parce que vu que j'ai des éditions spéciales maintenant et que les Français, les maisons d'édition ou même les auteurs, autrices indépendants font des magnifiques livres à l'heure actuelle, je trouve que c'est de plus en plus difficile de vous montrer des livres en fait magnifiques. Enfin, ils sont tous beaux, donc en fait on a envie de vous montrer toute notre bibliothèque. Et c'est pas possible. Donc bref, voilà. Mais en tout cas, Silver Elite fait partie de ces livres que je trouve juste splendides et de mes plus belles éditions VO. Et enfin, quel livre tu veux lire à tout prix d'ici la fin de l'année? J'ai noté continuer des sagas et en commencer. J'ai marqué entre parenthèses montrer 3 sagas que je veux lire, plus j'ai très envie de lire de la romance, puisque avec Culti j'ai un peu renoué ce lien que j'avais avec la romance. J'ai pas lu de romance depuis je pense un an et demi, et grâce à Culti j'ai eu envie un petit peu de me remettre à tout ce genre là que j'avais un peu laissé passer. Je pense que je ne suis pas la bonne cliente de romance, et je pense que aujourd'hui je me dirige pas vers les romances qui pourraient me plaire, et c'est vrai que Mariana Zapata a un peu renouer ce lien que j'avais avec la romance, et je me suis dit ok, donc en fait je peux totalement trouver mon compte en romance, et je suis sûre qu'il y a d'autres livres que de Mariana Zapata que je pourrais lire et adorer, mais c'est vrai que j'ai un peu peur de tomber sur justement des facilités et des tropes qui sont vues et revues en fait, et des livres qui ne me font pas forcément réfléchir sur la vie, sur les relations, puisque je trouve que la romance nous met tout autant en réflexion que des fantaisies, etc., mais c'est pas la même réflexion. Je trouve ça important de lire de la romance, ça nous permet de nous comprendre et de comprendre l'autre et de poser des questions et de savoir qu'il faut communiquer, et je trouve ça très intéressant, mais c'est vrai que pour le coup je me suis plus retrouvée en romance depuis très longtemps, donc j'ai un petit peu arrêté ce genre là, et c'est vrai que Culti m'a un petit peu voilà
permis de m'y remettre. Donc j'ai très très envie de me lancer dans d'autres romances, notamment du Mariana Zapata, peut-être du Emily Henry, parce que j'ai quand même vu de très bons retours sur Emily Henry. J'ai très envie de lire Binding 13 de Chloé Walsh, puisque j'ai acheté tout simplement les 4 premiers tomes qu'elle a sortis en édition Fairyloot, donc j'aimerais beaucoup les lire. Sauf que j'ai 21 ans, et ça se passe au lycée, et j'ai peur de pas vraiment me sentir représentée, ou de voir un peu cette distance et cet écart d'âge en fait, et de pas forcément fangirler comme j'aurais pu fangirler quand j'étais au lycée, même au collège. Donc à voir, mais j'ai en tout cas envie de lire ce genre de bouquin. Et sinon, comme lire, je vais vous présenter un petit peu les livres que j'ai envie de lire. Je triche un peu, on a ma lecture en cours qui est La Guilde des Ombres, qui est une saga que je voulais à tout prix commencer, pas spécialement en 2026, mais que je voulais vraiment commencer. En tout cas, elle date de je ne sais pas quelle année, mais elle est, tout le monde la connaît cette saga, je pense. C'est vraiment une saga de high fantasy française par excellence. Annatrice, c'est une autrice qu'on ne présente plus, qui est juste incroyable. J'ai adoré pour l'instant les livres que j'ai lus d'elle, et La Guilde des Ombres ne fait pas exception, même si j'ai un peu des petits défauts que j'ai trouvés, notamment un en particulier, mais je vous prépare un vlog dessus, donc je vous en parlerai davantage à ce moment-là. Mais sinon, j'ai très envie de commencer. Bon, alors, je suis désolée, j'ai dû couper, je pensais être seule dans mon appartement. Au final, il y avait une amie à mon frère qui était là, mais je ne sais pas au courant. Du coup, elle m'a un peu perturbée. Mais bref, du coup, je vous parlais des chroniques de Castellane, je crois, de Cassandra Clare, et j'ai très très envie de lire cette saga. Enfin, de lire, pour l'instant, il y a que 2 tomes qui sont sortis, mais c'est une fantasy, une high fantasy, comme on les aime, avec très peu de romance, et je pense que, beaucoup de personnes m'ont dit que si t'as aimé Le Prince Cruel et que t'avais envie d'un Cardal numéro bis, tu trouveras ton compte dans les chroniques de Castellane. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré Cardal, j'ai adoré Jude aussi. Je me suis vraiment retrouvée dans le personnage de Jude, qui est certes un peu détestable, mais pour beaucoup d'aspects, en tout cas les aspects un peu sombres de ma personnalité, j'étais ok avec elle. Donc j'ai hâte de lire cette trilogie, je ne sais pas, mais en tout cas il y a que 2 tomes qui sont sortis, je sais pas s'il y aura une suite. Ensuite, j'ai très envie de continuer La République du Dragon. J'ai envie de me lancer dans La Cité de Jade de Fondali, voilà, qui est une fantasy. Alors elle, je crois vraiment qu'on n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout de romance. Dans La Guerre du Pavot, on a une toute petite romance, je crois, mais qui est pas présente du tout. Enfin, qui est là, on a plus une tension qu'une vraie romance. Dans les chroniques de Castellane, la romance est en second plan, mais il y a de romance. Et là, je crois qu'on n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout de romance. On se concentre vraiment sur la famille et sur plein de personnages différents. Et ensuite, La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, qui est du coup un livre qui est sorti il y a longtemps chez Deux Axus, qui était l'une de leurs premières parutions, je crois, en tout cas en relié. Ça fait très longtemps que ce livre me fait envie, mais j'ai jamais vraiment sauté le pas, et du coup je l'ai acheté il y a pas longtemps, et il va finir dans ma pile à lire pour, je pense, cet été. En tout cas, j'aimerais bien le lire cet été et commencer justement cette saga. Bref, sur ce, je crois que j'ai fait le tour de toutes les catégories, et je vais vous souhaiter une très belle journée. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez, mais très belle nuit, journée, matinée, tout ce que vous voulez. Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Normalement, j'ai fait toutes les catégories. Et donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tout simplement. Je pense que ce sera une vidéo bilan lecture. Normalement, la prochaine vidéo que vous voyez après celle-ci, c'est une vidéo bilan lecture. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Je suis en train de réfléchir si je fais vraiment un bilan lecture ou pas. Parce que mine de rien, c'est des lectures qui datent beaucoup. Et j'ai envie limite de repartir à zéro et de vous montrer juste les livres que j'ai lus et appréciés. Et pas tous les livres que j'ai DNF dans cette période de l'année. En fait, entre janvier à maintenant, j'ai DNF beaucoup de bouquins. Et je sais pas trop si j'ai envie de vous en parler, si j'ai pas envie de vous en parler, si j'ai envie de vous parler que des livres que j'ai terminés, mais il y a des livres que j'ai terminés il y a longtemps et dont j'ai plus trop de souvenirs, donc vraiment je suis un peu perdue. Je vais voir ce que je vais faire, mais je vais essayer de faire des bilans lecture en tout cas plus souvent pour éviter justement ce côté d'oubli. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard.